Vous voyez ce moment où vous dites qu'une situation est perdue d'avance? Que peu importe ce que vous ferez, le résultat sera exactement le même? Que ça sert à rien de lutter puisque de toute façon tout est déjà perdu? Il y a pas longtemps, j'ai eu envie de tester la série Halo. Et un moment particulier m'a marqué. Mais avant d'en arriver là, faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. En 2001 sort Halo Combat Evolved, un jeu développé par Bungie Studios et édité par Microsoft. Halo nous plonge au XXe siècle, dans une guerre qui oppose les humains à une coalition extraterrestre, les Covenants. On y incarne John 117, que vous connaissez peut-être sous le petit nom de Master Chief. C'est une sorte de super soldat, issu du programme Spartan, qui combat avec tout un tas d'armes interdites par la Convention de Genève. À sa sortie, Halo a été un monument du FPS. Tout un tas de mécaniques ont été inventées ou masterisées pour ce jeu. La vie qui se régénère, les 2 sticks de la manette pour la direction et la caméra, les grands environnements en extérieur. Tout ça, si ça existe aujourd'hui, c'est grâce à Halo. C'est donc tout naturellement que la série est devenue le fer de lance d'une petite console indé dont vous avez peut-être entendu parler. Xbox. Ah, et il y avait The Rock aussi. That's fascinating. Mais en 2005, Bungie Studios annonce qu'ils se séparent de Microsoft pour aller suivre leur propre destinée. Microsoft accepte à 2 conditions. La première, que Bungie renonce au droit sur la licence Halo. La seconde, qu'il développe 2 derniers jeux, laissant une dernière empreinte sur la série qui les a propulsés. Il lance donc 2 projets en parallèle. Le premier deviendra Halo 3 ODST et le second, le dernier jeu, sera un final grandiose. Pour terminer en beauté. Je vous parle de Halo Reach. Quand bien même c'est le dernier jeu Halo développé par Bungie, c'est le premier dans la chronologie de l'histoire, puisqu'il se passe à peine quelques semaines avant le début du premier jeu. En s'inspirant du livre La chute de Reach, sorti avant même le premier jeu, il en reprend l'histoire globale, tout en changeant quelques éléments scénaristiques. Ici, on incarne Noble Six, membre de l'équipe Noble, d'où son nom en fait, qui est affecté sur l'un des principaux bastions de l'humanité, une planète nommée Reach. Ouais, ils se sont pas foulés sur les noms. Noble Six commence son 8h-18h en allant enquêter sur ce qu'on pense d'abord être un acte de rébellion. En fait, on découvre rapidement que les Covenants se sont infiltrés sur la planète, et qu'ils préparent une petite invasion des familles. Commence donc une bataille pour le contrôle de Reach. Avec notre équipe, on détruit un générateur de bouclier alien, mais un croiseur Covenant réduit tous nos efforts à néant. On s'en va détruire le dit vaisseau, mais au moment où notre pote George se sacrifie pour lui porter le coup fatal, une flotte entière de vaisseaux identiques arrive. On s'écrase à la surface de la planète. Blessés, désarmés, seuls, sans équipe, et on rejoint la ville de Nouvelle-Alexandrie, en plein siège. On avance dans la ville, on croise quelques ennemis, des citoyens massacrés, on entend les conversations désespérées de nos alliés qui essaient de se défendre. Kilo 2-6, ici Kilo 4-0. La corvette Covenant nous aligne comme des pigeons. Tir de protection finale 1. Danger proche à mon signal terminé. Mais bordel, comment on arrête cette merde? Puis on monte dans un Falcon pour survoler le champ de bataille et là, on réalise qu'on gagnera pas. Je peux pas voir ça. Trollfox, faut-il envoyer des vaisseaux de secours? Négatif, PC. Inutile. Reach diffère de la série principale en nous plongeant dans une histoire bien plus sombre que ce dont à quoi on est habitué. Le jeu commence littéralement en nous disant que la planète sera perdue et qu'on mourra seul. Les Covenants ne parlent pas notre langue, comme c'était le cas dans la série originale. Exit donc les petits dialogues rigolos des ennemis. Ils nous sont ici plus étrangers, plus menaçants encore. Chaque victoire que l'on remporte est de suite contrée par des forces ennemies 10 fois plus puissantes. Le jeu prend le parti pris de nous montrer les cinématiques sous forme presque documentaire ou found footage, en nous plaçant à une échelle plus humaine. Les couleurs des niveaux passent du vert chatoyant du début de jeu à des tons rouges et ocre, explicitant la destruction progressive de la planète. Dans Halo, on n'est pas habitué à perdre. On y incarne le Master Chief, un être héroïque, invincible, capable de détruire une armée à lui tout seul. Mais Reach change la donne. Ici, on gagnera pas. On ne survivra pas. On n'est pas le Master Chief. Alors, est-ce que ça veut toujours dire quelque chose, être un héros quand tout est déjà perdu? Tout d'abord, mettons-nous d'accord. C'est quoi un héros? Si on regarde l'étymologie, ça viendrait de Héros, demi-dieu, ou humain élevé au rang de dieu. Donc le héros est surhumain, avec des capacités, physiques et ou mentales, dépassant celles du simple mortel. On pense évidemment à Achille, Hector, Arthur Pendragon et autres Superman, des êtres issus de lignées divines, ou dotés de pouvoirs surnaturels les rendant supérieurs. Le Master Chief de la série originelle a beau être un être humain, il est doté d'armes surpuissantes et d'augmentations biologiques, qui le rendent quasi invincible. Il mène ses combats en solitaire, et il en sort triomphant.
Il est issu du programme Spartan, allusion presque pas cachée aux soldats légendaires de l'Antiquité. Son armure est nommée Mjolnir, comme le marteau de Thor, ce qui le hisse directement en égal à une divinité. On pourrait même voir dans son nom, John 117, rien de moins qu'une petite allusion à la Bible. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, ce qui place le personnage en tant que messager biblique venu rétablir l'équilibre. D'ailleurs, il se dit dans l'univers de Halo que les Spartans ne meurent jamais. Spartans never died, George. They're just missing in action. Ils sont toujours comptés dans les rapports de bataille comme disparus en mission ou blessés en mission, mais jamais tués en mission, ce qui renforce leur statut invincible. Ça va sans dire qu'un tel être se doit d'être victorieux. L'histoire d'Halo contient certes des moments dramatiques, mais le Master Chief arrive toujours à triompher, et ses victoires inspirent ceux qui l'entourent, font parler de lui. Cependant, être surhumain ne suffit pas. Un héros n'existe pas seulement parce qu'il l'accomplit, mais par le récit qu'on fait de ses exploits. Il n'y a pas de héros sans auditoire, écrivait André Malraux. Un héros n'atteint ce statut que parce que son histoire est racontée, et très souvent romancée. Qui ici connaîtrait Achille et Ulysse sans Homère ? Mais le statut héroïque d'un personnage n'est que subjectif. Un héros ne l'est que pour le camp qu'il a servi. Achille était vénéré par les Grecs, mais les Troyens le considéraient comme un boucher. Au même titre, les Spartans sont acclamés par les humains, mais les Covenants les qualifient de démons. L'utilité du héros est donc de faire flamber une idée, une flamme fragile mais fédératrice, autour de laquelle les âmes s'assemblent, parfois hélas au prix de leur ardeur ou de leur vie. Nombreux sont les personnages historiques dont les actes et les sacrifices ont été utilisés à des fins politiques. Joseph Kessel nous rapporte dans Le Temps de l'Espérance l'histoire de Terence MacSwiney. C'était un indépendantiste irlandais de l'entre-deux-guerres, il était Lord Mayor de la ville de Cork. Lors de son incarcération à Londres, il a entamé une grève de la faim, pour exiger la libération de son pays de l'oppression anglaise. Plus que l'épreuve de MacSwiney, le reportage de Kessel suit l'organisation clandestine unie autour de son combat. Il raconte le système gravitant autour de la cellule où un homme affamé se laisse mourir pour affirmer ses idées. Lorsque MacSwiney mourut, 1 mois après le début de sa grève de la faim, ses partisans ont eu pour mission d'haranguer les foules avec son récit, prenant à peine le temps de pleurer ses disparitions. Le sacrifice de MacSwiney n'a pris de sens que parce que son histoire a été relayée par ses partisans, et surtout étouffée par ses adversaires. Son geste n'a eu de sens que parce qu'on en parlait, au même titre qu'Achille ou Ulysse, au même titre que le Master Chief. Donc, qu'est-ce que c'est un héros au sens traditionnel du terme ? C'est un être surhumain, ses capacités dépassent l'être normal, il est mythifié, son histoire est racontée et souvent romancée. Il est également victorieux, car il remporte ses batailles, mais il est surtout unificateur. Son but est de rassembler des partisans et d'entretenir une étincelle de lutte et d'espoir. Ce n'est pas ce qui nous est conté dans Reach. Il n'y a pas de personnage surhumain. Pas de victoire éclatante, pas de légende transmise. Que reste-t-il alors de l'héroïsme, quand il ne subsiste pas même un nom ? La grande différence de Six par rapport au Master Chief, c'est son anonymat. Dès le début, on sait qu'il sera oublié dans le sol meurtri de Reach. Le personnage est également inconnu des joueurs de Halo. Il est introduit uniquement pour ce jeu et n'est jamais mentionné avant ou après. Si l'histoire et le background du Master Chief sont racontés en long et en large à travers plusieurs médias, on ne sait rien de Noble Six, même pas son nom. Oui, vous doutez bien que Noble c'est pas son prénom et Six son nom de famille. Contrairement à John 117, il n'est qu'un soldat interchangeable et sacrifiable. D'ailleurs, on apprend au début du jeu qu'il arrive dans l'équipe Noble pour remplacer un compagnon tombé au combat. Vous remplacez une pointure et les gars auront du mal à accepter le changement. Ce qui nous instille 2 idées. La première, c'est que Six est inconnu également des autres personnages du jeu. Il devra leur inspirer confiance, faire ses preuves. La seconde, c'est que la mort est un élément qui fait partie du quotidien de l'équipe Noble. Les seuls membres de l'équipe d'origine sont Carter et Kat, Noble 1 et 2. Et d'ailleurs, cette dernière porte la marque d'une mutilation due à une précédente bataille. Cette tradition tragique de l'équipe continue au cours du jeu, car loin d'être surhumaine, l'équipe Noble sera peu à peu réduite au fil du sacrifice de ses membres. Au même titre, l'histoire de Noble Six se termine dans une ultime mission, qui ne peut se conclure que par sa mort. Son anonymat joue ici le même rôle que la caméra documentaire que j'ai mentionné auparavant. Elle rend le récit de Noble Six plus réaliste, plus humain. Si le héros mythologique se doit d'être parfait et inspirant, le nouveau type d'héroïsme qui est présenté dans Reach se place plus proche du spectateur, ce qui le rend plus universel, ou tout du moins plus accessible. Noble Six n'est personne, donc il est tout le monde. C'est cette même pensée qui est à l'origine de la création de la tombe du soldat inconnu à Paris. Sous l'Arc de Triomphe repose un poilu dont l'identité a été oubliée, et par lui sont représentés tous les soldats ayant perdu la vie et leur nom dans la boue des tranchées. Mais attention, faire descendre le héros de son piédestal ne le change pas forcément en un anti-héros. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de faire une petite parenthèse sémantique que je suis sûr tout le monde attendait avec impatience. L'archétype de l'anti-héros prend ses racines dans les tragédies antiques, mais a pris plus d'ampleur dans les œuvres contemporaines.
Après 2 guerres mondiales, l'image du héros s'est complexifiée pour le public. L'anti-héros va aller au contre-pied du héros traditionnel, comme la seconde phase d'une même pièce. Plutôt que de lutter pour une cause plus grande que lui, il agit plus souvent par intérêt personnel ou par contrainte. L'anti-héros se caractérise par une plus grande profondeur et une polarité moins évidente que le héros. En effet, si ce dernier se doit de transcender ses défauts et problématiques, l'anti-héros va plutôt composer avec sa part d'ombre. Donc la lutte de l'anti-héros est bien souvent plus intrapersonnelle que celle du héros. Cette particularité permet de proposer des récits intérieurs de rédemption, ou au contraire de chute en enfer, avec les objectifs extérieurs du personnage mis au second plan, au profit de ses ressentis. L'anti-héros attire l'empathie, ou le rejet, ou voire un mélange des deux, ce qui va permettre au public d'être plus impliqué dans le récit. C'est pas ce type de personnage qui nous est montré dans Reach. Si Noble Six se détache du héros traditionnel, il n'est pas pour autant anti-héroïque. Ce qu'il peut ressentir n'est finalement que très peu traité dans le jeu. On pourrait dire qu'il agit par contrainte, parce que finalement il ne fait que suivre les ordres, mais son sens du sacrifice et du devoir le différencie de l'anti-héros. Non, Reach nous montre ici une 3e face à la pièce, que personne n'avait vu venir. Un héros plus humain. Ce qui différencie surtout Noble Six du Master Chief, c'est que Six ne se bat pas seul. Contrairement à un homme armé, dans Reach, on est le membre d'une équipe où chacun fait sa part. Chaque membre de l'équipe a une fonction bien précise au sein du groupe. Bungie a fait le choix judicieux de créer les membres de Noble Team selon des archétypes bien connus. On a Carter, le chef loyal, qui fait ce qui lui semble meilleur pour ses hommes, George, les gros muscles au grand cœur, Emile le cynique, etc. Ça permet aux spectateurs de connaître les caractères de chaque personnage et de s'y attacher rapidement, malgré le fait que l'histoire soit très courte. Plus que Noble Six, c'est donc de toute l'équipe dont parle le jeu. La rupture avec le solitarisme de la série originelle est donc instaurée dès la séquence d'intro, quand Carter nous dit « Pas de loup solitaire ici. C'est compris? C'est compris. » Une phrase qui prendra toute son ironie à la fin du jeu, quand au cours de l'histoire les membres de l'équipe disparaissent un à un et qu'on finit seul dans une mission ultime qui s'appelle Loup solitaire. L'être humain, au singulier, c'est qu'un élément de quelque chose de plus grand que l'individu, quelque chose qui a existé avant lui, quelque chose qui lui survivra. Les actions d'un être ne valent rien si elles ne s'inscrivent pas dans quelque chose de plus grand. Hannah Arendt écrit « Seule, l'action est la prérogative de l'homme exclusivement. Ni bête, ni Dieu n'en est capable. Elle seule dépend entièrement de la constante présence d'autrui. » Ça veut dire que l'action est le propre de l'homme, et que celle-ci ne prend son sens qu'au sein des actions de toute l'humanité, avec un grand H. Un héros n'est jamais seul. Hercule était accompagné d'Iolaos quand il a triomphé de l'hydre de Lerne. Achille ne serait rien sans Patrocle. L'importance des compagnons est reléguée au second plan, au profit d'une histoire de héros uniques, triomphant seuls, mais leur rôle n'en est pourtant pas moins vital. À vrai dire, je vous ai pas tout dit. Tout n'est pas fini à la Nouvelle-Alexandrie. Après cette mission, on nous donne une dernière instruction. Transmettre une arme secrète au dernier vaisseau d'évacuation, le Pillar of Autumn. Cette arme, c'est Cortana, une intelligence artificielle, non pas celle-là, qui a la capacité de lutter contre les Covenants à coups de VF peu convaincantes. Ça va? Vous pouvez bouger? Les autres, le choc, on n'a rien pu faire. Non mais sérieux, y'a que moi qui trouve ça hyper mal joué. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. Bref, le jeu devient alors une course contre la montre, où Six doit transmettre Cortana au Pillar of Autumn avant que celui-ci ne quitte la planète. Il y parvient finalement, mais décide de rester sur Reach pour protéger la fuite du vaisseau. Lieutenant, montez! Il faut qu'on foute le camp d'ici! Négatif. Je suis armé. Bonne chance, capitaine. Cortana et le Pillar of Autumn sont des éléments vitaux pour la suite de l'histoire, qui se déroule que quelques semaines plus tard, et qui est raconté à partir de Halo Combat Evolved, le premier titre de la série. D'ailleurs, le dernier plan de Reach rejoint le premier plan de Combat Evolved, ce qui boucle la boucle. Donc toute l'histoire de Halo n'existerait pas sans le sacrifice de Noble Six. Ce qui subsiste donc, c'est pas le souvenir de l'homme, mais bien celui de ses actes, qui par leur nature écrivent une page de l'histoire, ajoutent un maillon à la chaîne. Car vous aviez déjà passé le flambeau. Grâce à vous, on a trouvé l'anneau, dévoilé ses secrets et détruit l'espoir de l'ennemi. Hannah Arendt nous dit encore « Le devoir des mortels réside dans leur capacité de créer des œuvres immortelles, de sorte que, par l'intermédiaire de ces œuvres, les mortels puissent trouver place dans un cosmos, un ordre, où tout est immortel, sauf eux. En somme, le but de l'homme est de transcender sa propre existence pour faire partie d'un tout commun,
et ainsi atteindre une forme d'immortalité. On combat alors plus pour être victorieux, mais pour que d'autres puissent continuer la lutte après nous, comme un passage de flambeau. Alors, peut-être que c'est ça, le vrai héroïsme. Accepter de ne pas voir l'achèvement de son action, mais continuer d'y croire malgré tout. Persévérer, c'est continuer de se battre alors même qu'on reconnaît la vacuité de notre lutte. Albert Camus résume parfaitement cette idée dans le mythe de Sisyphe en une unique phrase. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Comment pourrait-on, condamné par les dieux à pousser pour l'éternité un rocher en haut d'une montagne, pour la voir rouler en bas dès le sommet atteint, cette existence ne semble pas très enviable. Et pourtant, il faut imaginer Sisyphe heureux. Quand il regarde rouler son rocher en bas de la pente, il réfléchit à la vacuité de son effort. Et alors, nous dit Camus, la clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Le simple fait de comprendre la futilité de son acte et de l'accepter lui suffit. Ce n'est donc pas l'espoir qui justifie l'action, mais le geste qui donne du sens à l'existence. Il n'y a, selon Camus, qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Le suicide est par essence dépourvu de sens, d'utilité, il est l'incarnation même de la futilité. En se sacrifiant, en mettant le suicide au service du collectif, on lui rend un sens. Le sacrifice, c'est donc le suicide qui a un but. Donner du sens à ses actes, c'est le cœur de la pensée de Viktor Frankl, aucune idée de comment prononcer ce nom, quand il nous parle de ce qu'il nomme la logothérapie. De logos, le mot et par extension le sens, et de thérapeia, le remède, c'est donc littéralement la guérison par le sens. Survivant des camps de concentration, Viktor relate dans L'homme en quête de sens son expérience personnelle de l'enfer concentrationnaire, et surtout la résilience de ses co-détenus. Il devient clair pour lui que l'homme peut supporter n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, s'il a une raison de vivre. Peu importe la souffrance, tant qu'elle a une signification. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment donner du sens à son existence ? 3 manières, non exclusives l'une de l'autre, selon Victor. Dans les camps, il pensait chaque jour à sa femme, sans savoir si elle était encore en vie ou non. C'est l'amour qui la gardait en vie. Alors ça fait un peu bisounours, dit comme ça, donc je vais éclaircir. En fait, la personne aimée voit nos potentialités, ce qu'on serait capable d'accomplir, comme nous voyons les siennes. Et en nous faisant prendre conscience de ce qu'on peut être et de ce qu'on pourrait devenir, elle réalise ses potentialités. Donc l'être aimé est un vecteur de réalisation de soi, ce qui est un moteur assez puissant pour l'homme pour continuer à avancer. Au même titre que l'amour, le travail est un des piliers de la persévérance. Plus que le travail, c'est d'ailleurs l'action, au sens large, qui garde un homme debout. Faire quelque chose parce que ça compte. C'est par exemple ce qui pousse Six à continuer d'obéir aux ordres jusqu'à ses derniers instants, parce que faire son devoir, c'est tout ce qui lui reste. Au même titre que faire du bon travail est tout ce qu'il reste à Ivan Denisovitch, prisonnier du goulag dans le livre d'Alexandre Solzhenitsyn. Enfin, on peut résister à l'adversité simplement en façant la situation avec dignité. Si on ne peut changer sa souffrance, on peut changer notre attitude face à la souffrance. Il peut tout être retiré à l'homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de l'attitude personnelle face à un ensemble de circonstances pour décider de son propre chemin, écrit Victor. Et il est là, le vrai héroïsme. Pas celui d'un demi-dieu surpuissant, mais celui de l'homme debout, celui qui choisit de ne pas renoncer. Oui, Rich est perdu, mais on est loin de s'être battu pour rien. Noble Team est tombé pour que l'humanité puisse rester debout. Des résistants sont morts pour que leur pays résiste à l'envahisseur. Ces histoires, qu'elles soient réelles ou fictives, nous rappellent que la victoire n'est pas toujours un triomphe. Parfois, elle consiste simplement à persister, à agir, à transmettre, mais surtout à continuer, quoi qu'il advienne. Quand tout semble perdu, il nous reste à lutter pour ce qui compte et ceux que l'on aime, à entretenir une étincelle aussi faible soit-elle, car parfois c'est ce qui suffit pour qu'une flamme subsiste, qui guidera ceux qui viendront après. La fiction et l'histoire regorgent de figures qui n'ont pas triomphé, qui ont parfois été oubliées, mais dont les actes ont compté. Ces héros-là ne sont pas façonnés par les récits, mais par le courage d'un instant. Nous disparaissons, certes, mais nos actes, eux, demeurent.